Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Il y a plus de 3,5 millions de petites et moyennes entreprises en France et elles ont créé en 10 ans plus de 600 000 emplois, beaucoup plus finalement que les grands groupes. Et pourtant, on en parle peu. Mon invité est justement un entrepreneur. Il est à la tête d'une agence de communication digitale et fait du business depuis 15 ans. Il a écrit une tribune dans le Huffington Post. « Ne dites pas à ma mère que j'étais un entrepreneur de gauche. Elle croit que je suis devenu un salaud de riche. » Bonjour Patrick Robin, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors c'est vrai que c'était une tribune un peu choc. Avant d'y revenir, je voudrais d'abord vous présenter. Vous êtes président de 24 heures, qui est une agence de communication spécialisée dans le social marketing. Donc c'est-à-dire que vous aidez les marques à utiliser les réseaux sociaux comme Facebook. Oui. Vous êtes un entrepreneur dans l'Internet puisque vous avez créé l'un des premiers fournisseurs d'accès à l'Internet au début des années 90 avec votre entreprise Imaginette que vous avez ensuite vendue. Et avant ça, vous étiez éditeur. Alors qu'est-ce qui vous a d'abord poussé à être un entrepreneur ? Alors, je crois que c'est dans mes gènes, tout petit déjà, et il y a le mythe familial, la légende familiale qui dit que même à 8 ans déjà, je disais je ne veux pas être pompier, je veux être chef d'entreprise. Donc je pense qu'il y a une part de légende, mais en tout cas, je dis toujours qu'aujourd'hui, entreprendre, créer une entreprise, c'est un des derniers grands terrains d'aventure qui reste à l'homme aujourd'hui, puisque les grands territoires ont été découverts, les grands sommets ont été conquis. Je ne suis pas un militant, je ne suis pas un grand sportif. Donc effectivement, l'aventure, je l'ai trouvée dans la création d'entreprises. Alors vous avez vendu Imaginette 4 ans plus tard, 4 ans après l'avoir créé, à un opérateur britannique, Colt Telecom, pour 120 millions de francs à l'époque. Donc c'était plutôt une bonne acquisition. Puis vous êtes devenu business angel, c'est-à-dire que vous êtes mis à financer les entreprises des autres. Vous financez d'ailleurs des PME dont les patrons n'ont pas de diplôme. Comment expliquez-vous que business angels, justement, soit beaucoup moins fréquent en France que dans les pays anglo-saxons, puisqu'on en compte 4000 en France? Je crois que déjà, il faut savoir, il n'y a effectivement que 4000 business angels, mais ce qui est déjà pas mal en France. Mais il y a surtout un magnifique écosystème du financement des startups en France qui a été construit durant les 12 dernières années, justement avec des business angels, avec des fonds de capital investissement à risque comme les FCPI, les FCPR, etc. Donc il y a tout un écosystème aujourd'hui qui est formidable et que beaucoup de pays européens... Qui encourage le financement, vous dites, des entreprises. Oui, tout à fait. Et que beaucoup de pays européens nous envient. Donc il faut le préserver parce qu'il favorise véritablement. Donc c'est un environnement fiscal intéressant, c'est ça que vous voulez dire ? C'est un environnement fiscal intéressant, incitatif, et aujourd'hui il faut le préserver. Il faut savoir que quand un business angel aujourd'hui investit 100 € dans une start-up, il y a effectivement l'État aujourd'hui qui co-investit d'une certaine façon en renonçant à une recette fiscale à hauteur de 50%, donc à hauteur de 50 €. Et quand on investit 100 € dans une start-up, il y a 70 € à peu près qui vont dans la masse salariale, les charges sociales, les taxes, etc. Donc l'État s'y retrouve très bien. On aide ainsi l'innovation, la création. Donc on favorise la croissance. C'est un bon moyen de financer les entreprises pour vous. C'est une niche fiscale productrice. C'est vraiment une des niches fiscales peut-être les plus intelligentes qui existent. Donc, et je crois qu'on ne va pas y toucher d'ailleurs, puisqu'il y a eu, il y a quelques jours, une annonce de François Hollande à la remise de prix de l'audace créatrice, je crois, en disant que justement les mesures fiscales favorisant l'investissement dans les PME ne seraient pas touchées durant le quinquennat. Donc c'est une excellente nouvelle pour l'entrepreneuriat. Il va dans votre sens. Alors ça m'amène à votre tribune dans le Huffington Post. Vous l'avez écrite cet été. On sent que vous l'avez écrite avec vos tripes. Donc j'en lis quelques mots. Moi, entrepreneur, j'ai mis 2 ans à oser me verser mon premier salaire. Moi, entrepreneur, j'ai épuisé mes maigres économies pour investir dans mon premier projet. Moi, entrepreneur, durant plusieurs années, j'étais le moins bien payé de mon entreprise. Moi, entrepreneur, il a fallu attendre 8 ans avant de prendre mes premières vacances. Moi, entrepreneur, je travaille 6 jours sur 7 et ne parlons pas des horaires. Moi, entrepreneur, j'ai sacrifié des amis et des amours. Moi, entrepreneur, si je dépose le bilan, je suis marqué au fer rouge. Moi, entrepreneur, si j'échoue, je n'aurai pas droit au chômage. Et puis vous dites, finalement, vous concluez en disant, moi, entrepreneur, je me sens persécuté, dénigré, mais aussi énervé, révolté, pour la première fois en 30 ans, découragé, démotivé. À quoi bon réussir? C'est tellement mal vu ces derniers temps. Alors pourquoi avez-vous écrit cette tribune, vous qui justement réussissez dans l'entrepreneuriat? C'était un cri? C'était un ras-le-bol, je crois, un moment de ras-le-bol. Et aussi un contexte, un environnement qui n'était pas lié, hein, j'insiste toujours là-dessus, qui n'est pas lié au 6 mai 2012. Hein. Ce n'est pas que depuis la gauche est au pouvoir que d'un coup les entrepreneurs sont stigmatisés ou que la réussite est mal vue en France, etc. Donc, mais ça a été une accumulation et c'est vrai que... Vous avez senti le besoin de le faire tout de même à ce moment-là? Absolument. La campagne électorale et les premiers discours de la gauche en ont rajouté une couche, on va dire. Et c'est vrai qu'une petite phrase aussi de
de M. Montebourg m'a profondément irrité, qui était de dire... Il était déjà ministre phrase, il était déjà ministre, absolument, donc c'était après les élections. La petite phrase, c'était « il faut que les entrepreneurs », il a bien dit les entrepreneurs et pas les chefs d'entreprise, que j'aurais peut-être pu comprendre, puisqu'on fait une grande différence entre les deux, il faut que les entrepreneurs se comportent en capitaine d'industrie et pas en rentier. Donc quand vous êtes entrepreneur depuis bien longtemps, que vous savez qu'autour de vous... vous travaillez tous les week-ends, comme vous dites. Vous travaillez souvent tous les week-ends, que vous avez autour de vous des centaines d'entrepreneurs que vous connaissez, je veux dire, qui se payent parfois au lance-pierre, qui mouillent la chemise véritablement, en aucun cas ils se comportent qui mettent les mains dans le cambouis. Effectivement, les traités de rentiers, je veux dire que ça nous hérisse le poil, bien entendu. Et aujourd'hui, il y a 3 millions d'entrepreneurs qui, tous les matins, se réveillent pas en se disant « mais mon Dieu, dans quel pays je vais pouvoir m'expatrier pour payer moins d'impôts ?» Il y a 3 millions d'entrepreneurs qui se réveillent tous les matins en se disant « comment je vais faire pour faire mes échéances ce mois-ci ? Comment je vais embaucher des gens qualifiés ? Comment je vais faire pour développer mon entreprise ? Comment je vais faire pour la financer, pour me développer à l'international, etc. » Voilà les préoccupations des entrepreneurs. Vous n'avez jamais été tenté de partir, justement, on dit qu'un certain nombre d'entrepreneurs veulent fuir. Est-ce que la France fait fuir ces entrepreneurs ? Alors, une des raisons qui m'a fait écrire cette petite tribune en plein été, hein, et j'avoue que le succès de cette tribune, en tout cas le buzz qu'il y a eu autour de cette tribune m'a dépassé. Je l'ai écrit le 30 juillet, je l'ai écrit d'un jet, comme vous l'avez dit, ça venait des tripes. C'était pas calculé, c'était vraiment, voilà, ça venait vraiment du cœur. Quand je l'ai écrit, j'avais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, plusieurs jeunes entrepreneurs qui venaient me voir en tant que business angel, qui me disaient, vous savez, on va monter notre entreprise, mais on ne va pas la monter en France. On ne va pas le faire en France. On va le faire en Angleterre, on va la monter en Belgique, on va la monter aux États-Unis. Et ça m'a vraiment touché. Effectivement, j'ai eu la chance de bien vendre une de mes entreprises il y a une quinzaine d'années. Je suis resté en France. Je paye mes impôts en France et j'aide des entrepreneurs en France. Pas en pensant que je vais faire jackpot. Hein. Mais pourquoi veulent-ils partir? C'est lié justement à ce que vous dites dans la tribune, c'est l'esprit, c'est l'environnement. À un état d'esprit, à un environnement. Donc ce n'est pas seulement une question de fiscalité. Non, ce n'est pas du tout une question de fiscalité. C'est juste le sentiment que effectivement l'entrepreneur est mal vu. Il y a un amalgame qui est fait souvent entre l'entrepreneur et le chef d'entreprise. Moi non plus, je ne voudrais pas stigmatiser ou faire d'amalgame, mais entre le chef d'entreprise du CAC 40... Disons que l'affaire Arnaud, ça ne vous aide pas, c'est ça que vous dites. Les abus peut-être de quelques grands patrons ou de quelques milliardaires, malheureusement, rejaillissent sur des entrepreneurs qui aujourd'hui font partie de la classe moyenne pour beaucoup d'entre eux. Ce ne sont pas des nantis. Quand justement on parle de l'affaire Arnaud et de la taxe de 75% des revenus supérieurs à 1 million, est-ce que vous pensez que ça, par exemple, ça dissuade également un certain nombre d'entrepreneurs? Parce que justement, ça va, je ne sais pas, à l'encontre peut-être d'un concept de la réussite. C'est un élément de plus, c'est une petite pierre de plus dans ce jardin un petit peu qui stigmatise les entrepreneurs. Mais vous savez, je connais des centaines et des centaines d'entrepreneurs. Je ne connais aucun entrepreneur qui est concerné par cet impôt à 75%. Les entrepreneurs, encore une fois, je le répète, la plupart font partie de la classe moyenne. Ce ne sont pas des nantis. Sur le coût du travail, Patrick Robin, est-ce que vous pensez tout de même qu'il y a un problème du coût du travail en France, d'un manque de flexibilité au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui vous, par exemple... est-ce que vous êtes dissuadé parfois d'embaucher parce que vous pensez que le travail, par exemple en France, est trop protégé? Il est évident, c'est un sujet toujours très délicat à aborder, mais évidemment que la rigidité de l'environnement de l'embauche du travail en France est un frein à la croissance, est un frein à l'embauche. Aujourd'hui, quand vous savez que vous embauchez un CDI, c'est quasiment impossible de se séparer d'un CDI sans que ça se termine au prud'homme. Évidemment que vous hésitez à 10 fois avant d'embaucher un CDI. Donc il faut redonner de la flexibilité, il ne faut pas tomber dans la précarité non plus, mais il faut redonner de la souplesse. Et tous les pays qui ont redonné de la souplesse à l'embauche aujourd'hui, dans l'emploi, ont retrouvé effectivement une dynamique de croissance de l'emploi et de la création d'emplois. Le contrat de génération, qu'en pensez-vous ? C'est quelque chose qui vous concerne ou pas? Je ne crois pas. Je n'en pense pas grand-chose. Pour être franc, par contre, on a beaucoup chez 24 heures, à la journée 24 heures, de contrats d'apprentissage. Je pense que l'apprentissage est quelque chose de très, très intéressant et qu'il faudrait développer. L'apprentissage plutôt que le contrat de génération pour vous, en tout cas. Plus de 3 millions de PME en France, elles n'exportent toujours pas suffisamment. C'est ce qu'on dit beaucoup. On est pratiquement moins compétitif que les Italiennes, par exemple, ou les Allemandes. Comment l'expliquez-vous, Patrick Robin, vous qui connaissez bien cet univers?
D'abord, dans le monde du digital, il y a des très très beaux succès à l'export. Il y a des boîtes comme Criteo, comme Covoiturage, Blablacar, Lengo, etc., qui vient d'avoir un prix au salon du e-commerce sur l'international. Il y a des très très belles réussites dans le digital à l'international, donc qui exportent. Je crois qu'après, il y a un problème de culture, il y a un problème, on nous reproche souvent, nous les Français, d'être un peu arrogants sur les marchés étrangers. Donc il y a tout un problème de culture, d'éducation. On n'est pas toujours très doué en langue, il faut bien le dire. Moi, je connais plein d'Italiens, ils parlent tous français. Je ne connais pas beaucoup de Français qui parlent italien. Donc voilà, il y a un problème culturel. Peut-être d'arrogance, je ne sais pas, mais il y a effectivement un problème de culture. Il faut retrouver un peu d'humilité pour mieux exporter. Merci en tout cas, Patrick Robin, pour votre témoignage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc auteur de cette tribune dans le HuffPost. Ne dites pas à ma mère que j'étais un entrepreneur de gauche. Elle croit que je suis devenu un salaud de riche. Et puis surtout, patron de 24 heures. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr sur mon compte Twitter et puis sur la page Facebook. Restez avec nous sur France 24.